Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre bar des supporters avec l'équipe qui était présente hier. Steph Martins toujours avec nous, comment ça va mon Steph? Ça va très très bien les amis. Jaco, fidèle au poste, toujours la petite veste doudoune sans manches, on est bien, ça va mon Jaco? Ça va impeccable les amis. Allez messieurs, on a pas mal de choses à voir dans cette émission puisque vous le savez, dans 48 heures un petit peu plus, on aura le droit à la dernière rencontre des matchs allés, le déplacement de l'Olympique de Marseille au Rosenpark Jacques Bail du Stade Rennais. Avant ça, on va quand même revenir sur l'information très importante de la fin de journée d'hier. On en a parlé ce matin avec Jaco. Toi, tu t'es pas réveillé et donc non, mais bon, pour le coup, on va parler quand même de l'officialisation de la promotion de Mehdi Benatia au poste de directeur du football de l'Olympique de Marseille. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines puisque le contrat précédent allait jusqu'à la fin du mois de décembre en tant que conseiller sportif du président. Est-ce que tu es content de cette nomination et qu'est-ce que tu attends de la part de Mehdi Benatia maintenant? Content déjà, oui, au vu de ce qu'il a fait chez nous depuis qu'il est arrivé. Et ce que j'attends de lui, c'est qu'il arrive à renforcer encore de nouveau, mercato après mercato, cet effectif-là. Et il s'implique beaucoup au sein du club, donc l'image pour lui, c'est très important. Donc, et qui continue avec Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli d'avoir une ligne directrice qui fait respecter au plus haut point l'institution. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mehdi Benatia, Jaco. Le bilan est quand même assez vaste. Il est arrivé au mois de novembre 2023. Je me souviens, c'était juste avant le match Strasbourg-OM avec Gattuso, un match qui avait été catastrophique, un but partout, mais un non-match de la part des Marseillais. Il a pris ses marques, on peut le dire, au niveau du précédent mercato d'hiver. Avec quelques arrivées et quelques sorties, notamment le départ de Vitinha au Genoa. Et lui aussi, il a été un peu pris dans la tempête à la fin de la saison avec la 8e place et la grosse déception. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que bien entendu, avec l'argent du propriétaire, il a réussi à relever la tête et à relever le blason, comme on dit. Ouais, il a relevé la tête. Moi, tu fais bien de dire la tempête, parce que j'ai l'impression que la saison dernière, on était en pleine tempête. C'était un bateau sans gouvernail. Et le président Longoria, c'était le président, directeur sportif, un peu tout, un peu rien. Et le président, il s'est fait un petit peu dépasser par les événements, 3 changements d'entraîneur. Ça a été, même si on a été en demi-finale de Coupe d'Europe, une année difficile pour l'institution olympique de Marseille. Il fallait refaire vraiment un organigramme précis au sein de l'Olympique de Marseille, et c'est fait de fort belle manière. On l'a dit régulièrement, on savait aussi que Ravanelli allait arriver, quel poste il allait pouvoir obtenir. Eh bien, il obtient un poste essentiel dans la réception des joueurs, il y a plein de choses. Et Mehdi Benatia, avec son attitude, alors il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais ça va, c'est pas parce qu'il s'habille bien. » Non. Quand on s'habille correctement comme ça, quand on est impeccable comme ça, on inspire le respect. En plus de son parcours de footballeur, en plus de ses connaissances footballistiques, il inspire le respect au sein des joueurs. C'est-à-dire que lui, il est à l'heure, il est propre, il est respectueux des horaires, et donc tu te dois de faire pareil. Tu ne peux pas dire à un joueur, si tu arrives pas bien habillé, pas rasé, dans un état en retard, lui dire au joueur, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc tu respectes toi l'institution et tu fais respecter certaines choses. Donc moi, tu te rappelles un petit peu sceptique, interrogatif sur savoir comment ça allait se passer avec Mehdi Benatia. Mais je suis surpris, mais agréablement surpris par l'arrivée de Mehdi Benatia. Alors là, c'est le point mode. Heure d'arrivée, heure de départ. Non, j'exagère, mais voilà, c'est très très bien expliqué de la part de Jaco. Après, sportivement, cet été, il a vraiment pris la main. On le sent sur le mercato. Il y a quand même cette signature de Pierre-Emile Højbjerg que personne n'avait vu venir. Un joueur, on le rappelle, avec qui il avait été en contact dans le vestiaire du Bayern. Il y a c'était avant-hier, quoi. Mais après la cerise sur le gâteau ou le gâteau sur la cerise, Adrien Rabiot et cette arrivée un peu rocambolesque. Donc
il nous montre quand même qu'il est capable, par rapport à son carnet d'adresses, par rapport à ses connaissances dans le milieu du football, et aussi sa manière de persuader les joueurs, de leur donner envie de venir dans le projet. Le dernier en date, Luis Felipe le dit, j'ai été séduit par le projet présenté par Benatia. Oui, ça c'est clair. Mais après, je rejoins Jacques sur ses dires. Quand tu as une certaine carrière, quand tu as une prestance et quand tu as un aura naturel, ça parle. Donc, on juge les gens par les actes. Parce que, après, l'apparence, d'accord, mais c'est surtout par les actes. Quand tu vois la carrière qu'il a fait, que ce soit en club ou au niveau international, c'est tout simplement exceptionnel. Là, c'est tout autre. Rentrer dans une équipe dirigeante, même si c'était juste au départ conseiller sportif, même si avant il avait une agence d'agents de joueurs qui fait qu'il a autant de contacts peut-être aujourd'hui et de très très bons réseaux. Mais après, mettre tout ça en œuvre et rentrer dans une équipe dirigeante et réussir à se faire intégrer et accepter, c'est chapeau pour lui et bravo. Et une manière très particulière de gérer les dossiers. Je me rappelle du dossier Jonathan Klaus. L'hiver dernier, où ça avait été tendu, où il y avait eu cette sortie dans certains médias pour expliquer que Klaus n'était pas toujours très professionnel, pas toujours très à l'écoute, un très gentil garçon, un très bon joueur, mais qu'il fallait recadrer un petit peu. Il y avait même eu la possibilité de le vendre dans les derniers jours du mercato d'hiver, au mois de janvier 2024. Donc capable aussi d'affirmer ses positions. On a entendu il n'y a pas très longtemps ce qu'il a dit aussi sur les services, certains organes des services administratifs de l'Olympique de Marseille. Il se mêle un petit peu de tout, et c'est peut-être pour ça qu'il est directeur du football et non pas directeur sportif, c'est-à-dire qu'il a aussi une vision un peu périphérique, panoramique. Oui, non pas panoramique, bien sûr. Non, mais ça se sent et ça se voit. Karim, maintenant, en 2025, quand tu dis les choses, les gens ils sont surpris. Sur le cas Jonathan Klaus, on sait tous que Mehdi Benassia, il demandait à Jonathan de faire des choses plus que ça. Quand tu fais venir un joueur comme ça, talentueux, et on ne doute pas du talent de Klaus, il n'en faisait pas assez. Donc lui, il s'en est aperçu et il a été surpris. Dans cet Olympique de Marseille, on payait les joueurs confortablement auparavant, mais jamais personne ne disait les choses ouvertement devant la presse. J'ai vu une interview de Mehdi Benassia avec notre ami sur RMC, mais c'est vrai. Donc, il se cache pas derrière son petit doigt. Ça, c'est bleu et ça, c'est vert. Ça surprend les gens. Mais moi, c'est ce que j'ai envie. Quand tu sais bien, il le dit. Mais quand tu sais pas bien, il le dit. Ça vous plaît, ça va. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Moi, j'ai un rôle. J'ai une trajectoire définie par mon président et par mon actionnaire à faire. Ceux qui viennent avec nous, c'est bien. Et ceux qui ne le forcent pas, et Roberto De Zerbi, c'est la même chose. Les joueurs qui ne s'entraînent pas correctement, tu peux t'appeler qui tu veux, avec des noms pompeux, eh ben, si tu n'en fais pas assez, tu joues pas. Et donc, il y a des joueurs qui sont sur le banc régulièrement, qui devaient être promus normalement à être titulaires, et qui ne jouent pas. Donc, moi, ça me plaît. Voilà, je me régale. Nous, on n'est pas des passeurs de brosse. On est en train d'observer ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. Les gars, on n'avait pas besoin d'un peu d'équilibre. On n'avait pas besoin de mettre un peu d'ordre. Tu es content quand tu voyais quand tu allais au Paris Saint-Germain, il n'y avait personne de la direction. On était abandonnés. On était triste de voir tout ça de notre OM. Donc voilà, il a repris la main de fort belle manière. Après, voilà, je le répète, au nom du bar des supporters, on n'est pas là pour servir la soupe à Mehdi Benatia. Mais on peut pas lui imputer la 8e place de la saison dernière, vu qu'il est arrivé au mois de novembre. Il s'appelle Mehdi Benatia. Il s'appelle pas David Copperfield ou pour nos glorieux aînés, Garcimore. Donc, non, franchement. Des fois, je sais pas. Là, ça marchait pas, là. Hein. Les lapins et les morts. Il y a des imitateurs maintenant autour de la table. C'est ça. Par contre, sur les points positifs, vraiment, et là, je m'adresse aux supporters, Steph Martins, un des gros points positifs qui a été pointé du doigt par la France entière ou presque, c'est sa prise de parole, c'est sa prise de responsabilité
lors du match Lyon-Olympique de Marseille, où il a crié tout haut, il a défendu, comme tu dis, l'institution, et même s'il a pris plusieurs matchs de suspension, il a montré que en quelque sorte, il se foutait de ça, quoi. Mais bien sûr, mais après, rappelons aussi qu'il n'y a pas eu des mots plus hauts que les autres. Non, pas d'insultes. Voilà, donc la sanction elle est disproportionnée. On nous prend pour des cons. Voilà. La sanction elle est disproportionnée, mais voilà, mais c'est ce qu'on attend. Le mec, il est pris à 100% dans son rôle. Mais tu crois qu'il est rentré un petit peu plus dans le cœur des supporters marseillais à l'issue de cette histoire ? Je vais te dire oui, mais après, je pense que de son côté à lui, rien, c'est pas calculé. Il fait pas ça pour rentrer dans les cœurs de Pierre, de Paul, de Jacques ou de faire plaisir à qui que ce soit. Il le fait parce que il aime ce club-là. Il a été formé par ce club-là. Malheureusement, il n'a pas joué chez nous en pro. Ça, c'est dommage pour nous. Mais maintenant qu'il a une place de dirigeant, même avant en tant que conseiller sportif, c'est quand même une place du président assez importante. Mais là, c'est vraiment officiel qu'il est directeur du football de l'Olympique de Marseille. C'est tout à fait normal. Et voilà, il fait montrer au niveau des instances que quand on voudra attaquer l'Olympique de Marseille injustement, eh ben, il sera là. Il sera là, il y aura lui. Il y aura Ravanelli, parce que Ravanelli, je pense qu'il n'aura pas sa langue dans sa poche s'il y a des choses à dire. Et il y aura surtout Roberto De Zerbi. Je pense que Longoria se retire un peu et Mehdi monte un peu plus au créneau devant la presse quand il faudra dire des choses. Je pense que ça sera ça. Jaco, pour terminer sur cette histoire, Mehdi Benatia nommé directeur du football officiellement de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu attends, toi, ces prochaines semaines ? Parce que là, on est en plein mercato, on l'a vu à Saint-Étienne. Voilà, il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de vacances pour lui, c'était vraiment un moment charnière. Le travail est difficile, c'est l'Olympique de Marseille, c'est la ville de Marseille, là où sa maman vit encore, donc il sait que c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs, mais il a quelque chose qui le relie à cette ville et à ce club. Qu'est-ce que tu attends de la part de Mehdi ? Moi, j'attends tout simplement qu'il continue de faire la même chose et qu'il puisse nous préparer, et je l'espère, pour la saison prochaine, parce que normalement, on devrait être en Coupe d'Europe. Je n'ai pas envie de me porter la poisse pour dire laquelle, mais en Coupe d'Europe, et pouvoir nous porter un effectif capable d'aller un petit peu plus haut et de belle manière. Parce que combien de fois on a été en Champions League, on a été ridicule, on a été ridiculisé au sein de l'Europe, et je pense que Mehdi Benassi, connaissance, compétence, il va nous faire un mercato où on aura les capacités et les qualités de pouvoir participer honorablement à cette compétition. Et là, sans des gens comme ça, tu ne peux pas, Karim. Quand je voyais comment on travaillait auparavant, il y a plein de gens qui sont venus, j'ai pas envie de dire des noms, parce que ça serait méchant, mais qui n'étaient pas issus du football, ou très peu, et qui se sont inventés une vie. Eux, ils savent ce qu'il faut faire. C'est comme si demain tu vas à un boulanger et tu lui expliques comment on fait le pain. Lui, il sait ce qu'il faut faire, ce dont on a besoin pour aller au plus haut niveau. Et donc voilà, lui plus Ravanelli. Et Steph nous le disait, Longoria, il est en train de lui prendre sa place de président. Parce que le président, il a un rôle important, mais il peut pas faire le directeur sportif, s'occuper de ce qui se passe à la commanderie, avec le médical, avec tout ce qui se passe. C'est pas possible. Donc tout le monde est en train de mettre quelque chose à sa place avec un organigramme défini. Donc voilà, il y a des structures enfin, voilà, avec des gens capables. Je me rappelle, les gars, notre ami Jacques-Henri Hérault, qui voulait nous donner des choses sur FIFA, mais on a touché, les gars, on était sur la lune là. Non, mais on a touché le fond avec ce gars-là. Allez, donc terminé pour Mehdi Benatia, qui on souhaite bonne chance pour son nouveau mandat de directeur du football. Un qui a beaucoup, mais beaucoup moins la patate en ce moment, c'est notre Paul Lopez, qui est au cœur d'un imbroglio. Ah, franchement, c'est vidéo gag presque cette histoire-là. On rappelle, Lens laisse partir ou va laisser partir au moment où il y a les discussions, puisque Samba est un joueur du Stade Rennais qui s'entraîne et qui jouera samedi soir contre l'Olympique magnifique. Donc Brice Samba s'en va. Lens veut recruter un gardien. Il faut appel à Paul Lopez, visite médicale, avec l'accord de l'OM, avec l'accord de Gironde. La visite se passe bien.
accord total, même s'il manquait juste un ou deux papiers, je crois, du côté de Gironde. Mais bon, si tu permets à ton gardien d'aller passer la visite médicale, c'est que c'est OK. Donc, Lens officialise le transfert, le prêt avec option d'achat, quasi obligatoire, et revirement de situation. Hier, en fin d'après-midi, on apprend que c'est terminé. Pour la Lens a mis fin à ce contrat par rapport à une volonté de Gironde de garder Pau Lopez, en gros, jusqu'à presque la fin du mois de janvier, la fin de la première phase de la Ligue des Champions, parce que le troisième gardien aurait eu un problème physique, parce que c'est pas confirmé à 100%, donc transfert annulé, et jusqu'à preuve du contraire, Pau Lopez restera à Gironde pour faire le plancton jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qui est dommage pour lui, voilà, parce que ça lui aurait permis de rebondir et de retrouver un championnat qu'il connaît avec une bonne équipe de Ligue 1. Et quand tu es dans un club que tu joues pas, il faut que tu puisses rebondir et trouver de nouveaux objectifs. Et c'est vrai que c'est un revirement de situation inédit, si je dis pas de bêtises. Mais comme tu viens de le citer, c'est bizarre parce que Riron valide le fait qu'il aille faire sa visite médicale pour après lui planter un couteau dans le dos 2 jours après, quoi. Donc c'est assez aberrant. Ouais, toi qui es dans le milieu du football depuis quelques années, Jaco, c'est quand même quelque chose de rarissime. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, peut-être, hein, mais là, pour le coup, à ce niveau-là, avec une présentation, ils t'ont fait le Squid Games refrappé de l'OM, hein, parce que celui de l'OM, il était fantastique. Eux, ils en ont fait un avec leurs moyens, mais bon, présenté, t'es très content, il dit pas aller Lens, lui, mais je sais pas, moi, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, c'est très rare. Mais c'est pas exceptionnel, puisque moi, ça m'est arrivé de voir dans l'escalier, pour monter au bureau, avoir un joueur qui se passe. C'était tout est fait, tout était signé, puis on a tout remis à la poubelle. Donc, mais il avait été présenté Non, justement, c'est la différence, c'est que lui, il a été présenté, et ça me paraît, c'est au niveau de tout ce qui est service communication du club, il y a forcément une erreur qui a été commise, que ce soit au niveau administratif, parce que quand tu viens présenter et que tu affiches le maillot, c'est que tout est validé, tout est signé. Donc là, il y en a un des deux qui est allé plus vite en besogne que ce qu'il fallait. Semble-t-il, c'est le RC Lens qui a été pas semble-t-il, un peu plus vite. C'est obligatoirement. Mais il y avait quasiment 100% de chances que ce soit bon. Si tu n'as pas complètement tout signé, tu ne peux pas afficher ton gardien avec le maillot. C'est pas possible. Je pense que même l'agent du joueur, sans me faire faute sur le joueur, parce que le joueur, il a un agent qui est responsable justement de sa communication et qui est responsable de ses engagements. Son agent, il doit lui dire, si tu vas t'afficher, il faut que tout soit signé, tout soit réglé. On ne s'affiche pas avec un maillot de nouveau club sans avoir paraffé un contrat digne de ce nom. Donc là, pour l'instant, excusez-moi, mais l'agent de Pau Lopez, il n'est pas fut-fut. Bon, et c'est dommage aussi pour l'Olympique de Marseille, hein, parce que il y avait quasiment le deal définitif qui permettait aussi à l'OM de s'alléger d'un dossier, parce qu'on rappelle qu'il y a toujours Ruben Blanco, il y a Simon Ngapamutumu qui est prêté à Nîmes, mais voilà, on va pas faire ce que fait Rennes en ce moment, c'est-à-dire avoir 5 gardiens, 2 ou 3 préparateurs entraîneur des gardiens, ça fait beaucoup, quoi. Non, mais pour Blanco et pour Pau Lopez, c'est clair et net que à la fin de l'année, ils seront plus chez nous. Voilà, il va falloir qu'ils trouvent une porte de sortie. C'est, comme je le dis, je le répète, c'est dommageable pour lui parce que tout était calé. Il retrouvait un championnat, un bon club de Ligue 1, ça lui permettait de retrouver du temps de jeu. Là, il va falloir qu'il se trouve un autre projet pour pouvoir s'engager dans un club la saison prochaine. Allez, on verra, on souhaite bonne chance et bon courage parce que c'est un bon mec. Mais bon, malheureusement, il est pas dans une situation facile puisque il n'a joué qu'une fois, me semble-t-il, avec Gérone en Coupe d'Espagne, un match où ils ont été éliminés au tir au but. Donc, il n'y a plus de Coupe d'Espagne, il y a la Ligue des Champions et pourtant Gazzaniga ne me semble pas être exceptionnel. Cette année, Rennes-OM, c'est dans 2 jours. Sur certaines images dévoilées par le club, on a vu Pierre-Emile Heubière à l'entraînement. On ne voit pas Geoffrey Kondogbia. Je pense qu'on aura des infos et des nouvelles à son sujet demain lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le retour d'Heubière, déjà, ça va nous permettre de pouvoir voyager avec notre milieu, entre guillemets, titulaire, quoi. Oui, notre milieu titulaire. Et quand tu te déplaces à Rennes, une équipe qui, normalement, va pouvoir pousser parce qu'ils sont en difficulté. Moi, je te le dis, tu le sais très bien que j'adore Nadir.
Mais dans ce genre de match, je commence pas avec Natir parce que j'ai besoin d'être beaucoup plus costaud. Et Højbjerg, même par rapport aux adversaires, dans le couloir, dans tout, dans le match, j'ai besoin de lui. Il a une prestance, un charisme dont c'est tout simplement essentiel. En plus, si je n'ai pas Geoffrey Kondogbia, qui lui aussi est charismatique, qui a quand même une certaine aura. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne nouvelle parce que Rennes a des ambitions. Rennes a changé d'entraîneur. Rennes a changé de joueurs. Ils se sont aperçus qu'ils étaient en grande difficulté. Bon, malheureusement, les joueurs qui arrivent, ils seront prêts contre nous. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est de le voir récupérer sa place au milieu du terrain. Même si le match est dans 48 heures et qu'on n'a pas toutes les informations autour de l'effectif à la disposition de Roberto De Zerbi, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais changer, mis à part le retour de Højbjerg dans l'équipe? Est-ce que certains remplaçants, Eli Wahi, Jonathan Rowe, Ismaël Koné, est-ce que quelqu'un t'a mis le doute un petit peu à tel point que tu aimerais, pourquoi pas, tenter une expérience à Rennes? On tente rien, on reste sur ce qui fonctionne sur ce qui marche depuis un mois et demi. Donc pour moi, je repars avec le même 11, bien entendu, avec les 2-3 nouvelles avec la rentrée de Højbjerg, à voir si Kondogbia sera là ou pas. Mais hormis ça, j'invente rien et je tente rien. C'est toujours un match un peu particulier, hein, Jaco, le déplacement au Rosenpark. Ces dernières saisons, je me souviens, alors oui, si on prend le Rennes-Marseille 3 ou 4 jours après la désillusion contre Annecy, où l'OM s'était imposé 1-0, et heureusement avait stoppé tout de suite l'hémorragie, même si l'élimination n'a jamais été digérée véritablement par le groupe de Tudor. Les dernières saisons, c'est dur quand même d'aller jouer au Rosenpark, mais ça n'est pas la même équipe de l'OM par rapport à celle que l'on a vue précédemment, et surtout, ça n'est pas la même équipe de Rennes aussi. Hein. Non, c'est pas du tout les mêmes équipes. C'est pour ça que moi, les stats, quand tu dis, ils n'ont pas gagné depuis 3 ans, et puis c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes entraîneurs. Donc ça sert à rien de comparer tout ça. Après, je te dis, quand tu arrives à Rennes, je peux te dire que tout le club, l'Olympique de Marseille, c'est vraiment le club à battre. Paris Saint-Germain, paradoxalement, c'est pas trop leur tasse de thé. Bon, voilà, c'est Paris, c'est pas très grave, tu perds contre Paris, c'est pas très loin de Rennes. L'adversaire à battre, c'est l'OM. Voilà, parce que peut-être que c'est la guerre avec les supporters. Mais nous, quand on est arrivé déjà, en tant que Marseillais, on était un petit peu vus avec des jumelles, observés. Tu avais pris l'accent breton ? Non, j'ai gardé le mien. Je leur ai laissé leurs galettes, leurs crêpes et leurs pluies. Et leur moi mousse, aussi, je leur laisse. leur mousse autour des pieds, ça j'ai laissé. Parce que c'est terrible, les gars. C'est cette pluie, elle te mouille jusqu'aux os. Donc c'est vrai que c'est quand même un match particulier pour eux. C'est pour ça que quand ils jouent contre nous, ils se mettent vraiment à fond. Allez, on termine avec la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, même si on ne devrait même pas le souligner, mais bon, il y aura un parquage avec au moins 1000 supporters de l'OM, avec quelques autres dont j'ai déjà les identités, qui ont acheté des billets pour se positionner un peu à droite, à gauche. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir, parce que les déplacements du mois de décembre, Saint-Étienne, il n'y avait pas de Marseillais. Voilà, et donc c'est très très bien, voilà, de pouvoir avoir ce 12e homme qui est tout simplement exceptionnel, pousser l'équipe, et on sait que les joueurs ont besoin de ça aussi, ils le disent et ils le réclament à plusieurs reprises. Il n'y a pas un joueur quand il arrive qui parle de ce 12e homme, ça parle du projet, ça parle du coach, mais ça parle beaucoup de l'atmosphère qu'il y a dans ce stade et des supporters qui les suivent à travers la France et l'Europe. Donc voilà, c'est hyper important, et bien entendu, comme à leur habitude, je pense qu'on va les entendre très très fort. On les entendra très très fort, et on les entendra sur Maritima samedi à partir de 20h30, la prise d'antenne, et 21h, le coup d'envoi de ce choc de la 17e journée de Ligue 1, Rennes Olympique de Marseille. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Merci messieurs, merci mon Steph. Toujours un plaisir les amis. Merci mon Jaco. Merci mes amis. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain pour le dernier BDS de la semaine, avec le retour du chauve le plus célèbre de la radio, c'est Marc Galli.